Avant de commencer le cours, je vais faire un bref résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Je vous dis bonjour. Nous allons passer 2 heures de temps avec toujours l'introduction en géotechnique, puisqu'on est toujours dans l'introduction à la géotechnique, parce qu'on n'avait pas terminé la dernière fois. Bon, la dernière fois, on a vu les caractéristiques physiques des sols, et nous avons vu comment définir un sol en géotechnique, parce qu'il y a différents types de définitions d'un sol. Mais là, surtout, c'est plus en géotechnique qu'on s'est basé. On a vu également la définition de la mécanique des sols, la définition de la géotechnique, les domaines d'application de la géotechnique. On a vu ça dans le cours, les éléments constitutifs d'un sol. Et on a vu en géotechnique, un sol est composé, d'après le diagramme de phase, de 3 phases. Il y a le squelette solide, l'eau et puis gaz. On a vu principalement le diagramme de phase, qui est très important en géotechnique pour pouvoir déterminer les différentes parties. On a vu les paramètres physiques à travers un tableau des paramètres. Et dans ce tableau de paramètres, nous avons vu plein de paramètres. Il suffit de déterminer 3 paramètres. Après ça, on peut, à partir des équations, voir les autres paramètres qu'on peut voir en géotechnique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre d'introduction à la géotechnique. Je vais partager mon écran et du coup, continuer avec le cours. S'il y a des questions sur la première partie, on peut prendre 2 à 3 minutes, mais sinon, on va continuer avec le cours sur l'introduction à la géotechnique. Donc, on va voir la détermination des caractéristiques physiques des sols. À travers cette détermination, donc, on va voir les essais d'identification. Dans les essais d'identification, ce qui est important, c'est la connaissance du sol, les paramètres nécessaires à leur classification, parce que tout d'abord, c'est d'arriver à classer le sol de manière géotechnique. Et dans cette classification, il y a des paramètres physiques à déterminer. Pour cela aussi, il y a des essais de laboratoire, parce qu'on sait que la géotechnique, c'est plus pratique. Et pour avoir une idée de la géotechnique, une idée des sols, donc on doit réaliser des essais pratiques au laboratoire. Et pour ce faire, on doit réaliser plusieurs essais qui vont nous permettre de déterminer la classification des sols. Nous avons vu la dernière fois un essai très important, très simple, c'est la teneur en eau. Et nous avons vu que la teneur en eau, c'est le poids de l'eau sur le poids du sol sec. Sur le terrain, on peut déjà réaliser les essais de teneur en eau. Il suffit de prendre 2 poids. Il y a le poids total, il y a le poids solide qu'on doit prendre au laboratoire. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va sur le terrain, on fait le prélèvement, on peut déjà, avec une petite balance, réaliser des essais pour prendre le poids du sol sur place. Nous avons vu le poids volumique. Le poids volumique, c'est important. Il suffit d'avoir le poids du sol humide sur le volume total. Pour déterminer le poids du sol, c'est facile au laboratoire. Il suffit d'avoir une balance pour pouvoir déterminer ce poids. Mais pour déterminer le volume, c'est toute une astuce qu'on doit utiliser pour déterminer le volume d'un sol, que ce soit le volume d'un sol intact ou bien le volume d'un sol remanié. Nous avons vu la dernière fois les phases et nous avons vu il y a 3 phases. Il y a le sol proprement dit. Ensuite, dans le sol, il y a les particules solides et puis les vides. Et dans les vides, on peut décomposer ces vides en 2 parties, l'air et l'eau. Nous avons vu ces 3 types de parties dans un sol à travers le diagramme de phase et nous avons défini la porosité, la compacité, l'indice des vides, l'indice de densité. Et dans la teneur en eau et saturation, nous avons défini la teneur en eau à saturation et le degré de saturation qui est important pour nous au laboratoire pour pouvoir déterminer la quantité d'eau qui se trouve dans un sol. Nous avons vu que pour déterminer le poids d'un sol, c'est facile au laboratoire, il suffit d'utiliser soit un moule. Si l'échantillon est intact, par exemple, on doit utiliser des paraffines pour pouvoir contourner l'échantillon et à travers le volume de la paraffine, on peut arriver à déduire le volume de sol. On peut utiliser également le moule pour pouvoir déterminer le volume d'un sol, surtout le sol remanié, tandis que pour la paraffine, c'est plus un sol intact, non remanié. Pour le sol remanié, on utilise le moule. Il suffit d'utiliser un moule standard au laboratoire ou bien n'importe quel moule. Après, il suffit de connaître le volume de moule et on compacte l'échantillon dans un moule pour pouvoir déterminer le volume et le poids volumique de l'échantillon. Donc là, ce sont des façons qu'on peut utiliser pour déterminer le volume d'un sol. Il y a d'autres manières également qu'on peut utiliser au laboratoire. On utilise les pycnomètres, le matériel qui s'appelle pycnomètre, mais l'essai s'appelle essai pycnométrique pour pouvoir déterminer le poids volumique des grains solides. Il suffit d'utiliser ce petit pycnomètre qu'on voit ici. Le sol remanié, on met le sol sec à l'intérieur de ce pycnomètre. On connaît le poids du sol. À partir du volume du pycnomètre, on connaît le volume d'eau à mettre et puis on détermine
à travers des formules appropriées au poids volumique des grains solides. Ensuite, pour continuer avec les poids volumiques secs, pour les poids volumiques, il y a les poids volumiques secs. Les poids volumiques secs, c'est un élément important également au laboratoire, surtout quand on réalise les essais Proctor et pour voir l'évolution de ce gamma D en fonction de la teneur en eau. C'est important pour voir l'évolution. On augmente la teneur en eau, comment le poids volumique sec de ce sol varie. C'est pour cela au laboratoire, c'est un essai très important, l'essai Proctor, pour pouvoir déterminer cette évolution et comment, et à partir de la loi de Gauss, comment on va regarder l'évolution de ce sol avant le gamma D max et la teneur en eau optimale, et après, lorsque l'eau va influencer ce gamma D. Pour déterminer le gamma D, il suffit d'utiliser cette équation qui donne le poids du sol sur le volume total. Même dans les recherches, on utilise cette formule pour pouvoir déterminer quelle quantité d'échantillons à mettre dans un moule pour pouvoir réaliser des essais mécaniques ou bien des essais en sol non saturé. Et à partir de ça, on peut regarder une relation qu'on utilise beaucoup dans les recherches. Et par exemple, le gamma H, qui n'est autre que le 1 plus la teneur en eau par le gamma D. Quand on utilise des essais non remaniés au laboratoire, on a un moule, on doit savoir la quantité d'échantillons à mettre dans ce moule pour pouvoir réaliser des essais mécaniques sur un échantillon. Là, bon, quand je faisais ma thèse, quand je réalise des essais pour regarder l'influence de la teneur en eau sur la résistance au cisaillement du sol, ou bien l'influence de la succion sur la résistance au cisaillement du sol, il faut dire que cette équation, j'utilise beaucoup. Il suffit d'augmenter les teneurs en eau à chaque fois. À partir de la teneur en eau, on va connaître le poids humide à mettre dans le moule. Vous regardez, avec une teneur en eau de 10%, de 15%, de 20%, de 25%, on va voir il y a un changement de quantité de sol à mettre dans le moule. Et à partir de ça, on peut réaliser des essais mécaniques, par exemple des essais triaxiaux. Et à ce moment-là, on va voir l'évolution, comment, à partir de la teneur en eau, comment la résistance du sol varie. Cette équation-là est importante pour pouvoir connaître le poids humide à mettre dans un échantillon. Comme le volume est constant, il suffit d'utiliser le gamma D, qui n'est autre que le gamma H sur 1 plus la teneur en eau. Quand on fait des essais en non saturé, cette équation est importante pour savoir l'influence de la succion ou bien l'influence de la teneur en eau sur la résistance au cisaillement du sol et même sur la stabilité des plats. À la saturation, on aura le poids volumique SAT. Quand le sol est saturé, c'est le gamma SAT qu'on doit déterminer. Et pour déterminer le gamma SAT, il suffit de déterminer le gamma D par 1 plus la teneur en eau. Comme on a parlé de tout à l'heure, le poids volumique des GG, le poids volumique des GG, c'est uniquement le gamma prime égale à gamma SAT moins le poids volumique de l'eau. Et tout ceci se fait que lorsqu'on a un sol saturé, en état de saturation, et à ce moment-là, on va enlever la partie correspondant à l'eau. Et c'est surtout le principe de la poussée d'Archimède qu'on va utiliser dans ce type de sol. On va enlever le poids volumique de l'eau. Vous allez voir, quand on va regarder la contrainte dans un sol, il y a la contrainte totale, il y a la contrainte effective. Et pour retrouver la contrainte effective, vous allez enlever la pression interstitielle de l'eau. Et à ce moment-là, vous allez voir les relations importantes dans le sol entre grain et grain. C'est pour cela qu'on utilise toujours, par exemple, gamma prime, sigma prime, pour pouvoir déterminer les relations concernant les sols proprement dit. Vous avez des relations valables à la saturation. Par exemple, à la saturation, comme on a vu en haut, donc quand tous les vides sont remplis d'eau, à ce moment-là, le SR est 1. Avec la teneur en eau de saturation, il y a des relations qu'on peut retrouver. Par exemple, la teneur en eau de saturation en fonction de l'indice des vides et de poids spécifique des grains. Il y a la teneur en eau de saturation également en fonction de poids volumique de l'eau, en fonction de poids volumique sec et en fonction de poids volumique des grains solides. Donc, tout cela, ce sont des paramètres qu'on peut regarder en géotechnique dans l'introduction. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails de ces paramètres. Donc, c'est juste pour, ce sont des révisions pour pouvoir bien rentrer dans les cours pratiques. Il y a des relations valables à la saturation également. Le gamma D, c'est important. On peut avoir le gamma D en fonction de la teneur en eau à saturation, en fonction de du poids volumique de l'eau et du poids volumique des grains solides. Il y a un hyperbole très intéressant lorsqu'on réalise la courbe Proctor, c'est le gamma D en fonction de la teneur en eau.
Et à partir de ce gamma D en fonction de la teneur en eau, on peut établir également ce qu'on appelle la courbe de saturation. C'est une courbe parfaite qui ne va pas toucher la courbe de saturation, mais qui va être très proche de la courbe en pente lorsqu'on dépasse la teneur en eau maximale ou bien le gamma D maximal ou bien les points de l'optimum Proctor. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation parfaite et pour un sol. Donc, il y a une signification physique pour le sol. Donc, voici d'autres relations qu'on peut obtenir à partir de ces équations. Relations entre gamma S, gamma sat et la teneur en eau à saturation, etc. Il y a d'autres relations également en fonction de gamma D, la porosité gamma S ou entre gamma D, l'indice des vides et gamma S. On peut, par exemple, déterminer le gamma D, le poids volumique sec en fonction de la porosité. Voici la formule appropriée. Donc, vous pouvez voir à partir du diagramme de phase, vous pouvez développer ces équations, mais je vous donne de manière simplifiée. On peut avoir des relations entre gamma D et l'indice des vides, et à ce moment-là, on voit que l'indice des vides qui n'est autre que le gamma S sur gamma D moins 1, et la porosité qui n'est autre que le 1 moins gamma D sur gamma S. Donc, ce sont les relations qui vont vous permettre d'avancer plus rapide lorsqu'on connaît ces relations entre ces différents éléments. Maintenant, dans l'essai d'identification, quand on va regarder la géotechnique classique, on va distinguer deux types de sols en géotechnique. On a les sols greunus et les sols fins. On va réfléchir sur les sols greunus et réfléchir sur les sols fins. Dans les sols greunus, ce sont des sols pulvérilents. Ce sont des sols où la cohésion est presque nulle. Par exemple, les sables, les graviers, il n'y a pas une certaine cohésion entre ces sols. En revanche, dans les sols fins, il y a une certaine cohésion. Lorsqu'on va regarder la résistance au cisaillement du sol ou bien les paramètres de résistance, vous allez avoir une certaine valeur pour la cohésion. Donc, voici un diagramme qui va nous permettre de regarder la taille des grains et on va voir que les sols pulvérilents, ça va de 200 mm à jusqu'à 20 micromètres et les sols fins, ça va de 20 micromètres jusqu'à X. Pour regarder la dimension des grains et les échantillons, l'essai qu'on réalise le plus souvent, c'est l'essai granulométrique qui est très important, mais c'est un essai assez simple aussi au laboratoire. Dans les sols greunus, donc nous avons vu que le diamètre doit être supérieur à 20 micromètres. Il y a la force de pesanteur qui est en jeu et ce sont des sables, graviers et autres. Et c'est plus le comportement des sables qu'on va regarder. Et ça dépend de l'état de compacité du sol. En revanche, pour les sols fins, c'est plus le comportement des argiles qu'on va regarder et ça dépend de la quantité d'eau, comment l'eau va circuler dans ce sol-là et comment l'eau va rendre ce sol plastique ou bien moins solide, etc. Et pour les sols organiques, ce sont les mauvaises propriétés géotechniques. Donc, dans l'essai d'identification pour les sols greunus, nous avons dit que ce sont les analyses granulométriques par tamisage qu'on doit regarder. Il y a un essai également utilisé au laboratoire, c'est l'essai équivalensable et l'indice de densité. Pour les comportements des sols greunus, à ce moment-là, ça dépend des squelettes solides. Et pour déterminer le squelette solide, c'est plus l'essai granulométrique à partir des tailles des grains qu'on va regarder ça. Et ensuite, l'importance des dimensions des grains et leur état de compacité sont importants dans le cas de ce. Donc, l'analyse granulométrique, on ne va pas s'attarder sur ça. Donc, pour réaliser l'analyse granulométrique, on doit avoir des tamis. Pour avoir des tamis au laboratoire, et les tamis doivent être normalisés. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quel tamis et pour dire qu'on va réaliser des essais granulométriques. Au laboratoire, on doit avoir des tamis normalisés et ça va des plus grands diamètres jusqu'à arriver à des diamètres très fins en dessous pour pouvoir réaliser cet essai et l'échantillon va passer à travers les tamis et on va regarder le poids des refus sur les tamis. C'est le principe de l'essai granulométrique par tamis. À partir de cet essai, on va voir la courbe granulométrique et dans la courbe granulométrique, il y a des points très importants sur cette courbe-là. Il y a le diamètre des 10, des 30, des 60 qui va nous permettre de regarder l'allure de la courbe granulométrique et dire si la courbe est étalée, si la courbe est uniforme, etc. Et il faut dire également pour cette courbe granulométrique, c'est un diagramme semi-logarithmique. Nous avons deux échelles. Il y a l'échelle arithmétique pour les pourcentages et puis il y a l'échelle logarithmique pour les diamètres des grains en abscisse. Ce sont des révisions. J'espère que tout le monde sait c'est comment déterminer une courbe granulométrique. On ne va pas rentrer dans les détails et au laboratoire comment déterminer cette courbe granulométrique. Mais l'essai granulométrique, c'est important, non seulement pour la classification des sols au niveau de la géotechnique classique, mais même en géotechnique routière, vous allez voir que la granulométrie, c'est important pour pouvoir déterminer et classer un sol en géotechnique et dimensionner une chaussée, par exemple. À travers cette courbe granulométrique, on peut voir le coefficient d'uniformité
pour dire que, dépendant des valeurs de ce coefficient, si la granulométrie est étalée ou bien si la granulométrie est uniforme ou serrée. Il y a le diamètre effectif des disques, il y a le coefficient de courbure également pour dire que si le sol est bien calibré, donc, ou bien si le sol est décontraste la courbe granulométrique, on peut déjà déterminer ces différents points sur la courbe granulométrique. À partir de la courbe granulométrique, on peut commencer à avoir une classification. Là, c'est une classification très basique qu'on utilise pour pouvoir déterminer la classification d'un sol à partir des diamètres inférieurs à 2 micromètres. On peut dire que c'est l'argile granulométrique. 2 à 60 micromètres, c'est le limon granulométrique, sable fin granulométrique, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je suppose que tout le monde sait ça déjà, mais c'est juste des rappels pour voir la diversité qu'il y a, la pluralité de classifications qu'on peut retrouver en géotechnique. Voici cette classification à partir de l'analyse granulométrique. Là également, lorsqu'on réalise l'analyse granulométrique par tamisage, dépendant de la forme de la courbe granulométrique, on peut avoir une courbe granulométrique où on peut dire que la courbe est uniforme, la courbe est étalée, il y a discontinuité de la courbe, et bien cette courbe est continue. C'est à partir de l'allure de la courbe on peut estimer quel type de courbe granulométrique qu'on peut avoir. Donc voici de manière très simple une courbe granulométrique avec les différentes classifications. Ici, c'est le sable, ici, c'est le limon, et bien ici, c'est l'argile. Et là, vous avez les pourcentages ici. Et en dessous, on a les diamètres des grains. Donc là, on a un diagramme semi-logarithmique. Et ici, ce sont les logarithmiques qu'on va avoir en abscisse. On peut voir les différents diamètres qu'on utilise pour pouvoir déterminer les pourcentages et les diamètres des 10, des 30, etc. pour ce sol. À partir de la courbe granulométrique, on peut utiliser une classification texturale. Et dans cette classification texturale, on utilise 3 types de sols. Il y a l'argile, il y a le limon, il y a le sable. À partir des valeurs en termes de pourcentage qu'on peut obtenir sur cette courbe granulométrique, il suffit d'avoir les pourcentages. Par exemple, on a 40% de limon, 40% de sable et puis 20% d'argile. On peut, à travers l'intersection de ces 3 pourcentages, dire quel type d'échantillon qu'on a. Et là, on peut voir qu'ici, on est dans un sol limoneux. Là, c'est un exemple de classification très simple qu'on peut utiliser avec la classification texturale ou bien la classification triangulaire. Il y a également le diagramme triangulaire pour le diagramme de phase pour savoir comment on va repartir la partie solide, la partie liquide et puis la partie gazeuse sur un triangle également. Il y a l'essai équivalençable qu'on peut réaliser au laboratoire. L'essai équivalençable, c'est un essai très important pour pouvoir déterminer les éléments pour réaliser un bon bec. C'est un essai très simple également. On ne va pas rester sur cet essai, mais l'essentiel, c'est de regarder, réaliser l'essai à partir des matériaux nécessaires et regarder la hauteur du sable à partir de la hauteur totale. On va avoir une valeur de l'équivalençable. Donc, voici un exemple de mesure au laboratoire de l'équivalençable. On regarde la hauteur de la partie sédimentée et ensuite, à partir de ça, on regarde la hauteur totale. Il suffit de faire un rapport et on a une valeur de l'équivalençable. Ce sont des révisions, je vais passer rapidement également. Donc, à partir de ça, il suffit d'avoir une valeur de l'équivalençable. On va avoir une classification du sol et voir la nature et la qualité du sable qu'on a. Là, on peut dire quel type de matériaux, quel type de béton, par exemple, qu'on peut utiliser à partir de ce sable, à partir de la valeur de l'essai équivalençable. On doit dire que l'essai équivalençable, c'est un essai qui est en complément de l'essai limitateur bug au laboratoire. Parce que quand on réalise les limitateurs bug, si l'échantillon n'est pas propice pour réaliser les limitateurs bug, on doit réaliser un essai d'équivalence. Parce que ce sont des essais qui sont complémentaires. Donc, à partir des propriétés physiques, il y a un élément important également, c'est l'indice de densité. Cet indice de densité est déterminé à partir de l'indice des vides, max, min, et puis l'indice des vides de l'échantillon. À partir de ça, on peut dire si le sol est large, si le sol est serré. En tant qu'étudiant en master, vous devez connaître tous ces éléments parce que vous êtes appelé également à enseigner comment déterminer les paramètres pour les sols grunus. Maintenant, nous allons voir les essais d'identification qu'on doit déterminer pour les sols fins. Une fois on a les sols grunus et voir l'essai qui est approprié pour réaliser cette classification pour les sols grunus, qui est l'essai granulométrique. Maintenant, nous allons voir les sols fins. Et dans les sols fins, nous avons dit que c'est plus l'action de l'eau qui est importante et nous allons voir quel type d'essai qu'on peut réaliser sur les sols fins. Pour les sols fins, pour avoir le comportement des sols fins, donc on doit connaître les tailles des grains et les tailles des grains à partir des forces de cohésion. Parce que le sol fin, c'est un sol
cohérent. Quand on va regarder les essais mécaniques, on va avoir une certaine cohésion lorsqu'on va déterminer les paramètres mécaniques de ce sol-là. Il y a la présence de l'eau. La présence de l'eau va changer la consistance de ce sol-là parce qu'un sol peut être stable quand il y a la présence de l'eau dans ce sol fin. À ce moment-là, le sol va perdre sa résistance et il y a un changement de consistance. On peut toujours réaliser l'essai granulométrique sur les sols fins. Et l'essai granulométrique qui est approprié pour les sols fins, c'est l'essai par sédimentométrie. Et vous savez déjà c'est quoi un essai sédimentométrique. Et l'essai sédimentométrique se base sur la loi de Stokes et qui va nous permettre de déterminer le diamètre de ces grains-là juste par la vitesse de décantation de l'eau dans ce sol. Il y a les limites d'Atterberg. Les limites d'Atterberg sont importantes au laboratoire également parce que c'est un essai très important pour les sols fins. Et c'est un essai, malgré sa simplicité, on peut arriver à déterminer le gonflement d'un sol à partir des limites d'Atterberg. Dans les limites d'Atterberg, on va avoir la limite de liquidité, la limite de plasticité, la limite de retrait. On doit avoir des indices également, les indices de plasticité, les indices de consistance. Quand on fait des recherches sur le sol gonflant, il y a des essais très spécifiques et très pointus qu'on peut utiliser pour réaliser ces essais-là et arriver à regarder les gonflements dans un sol. Mais les limites d'Atterberg en termes de géotechnique, ça peut résumer un peu de manière globale les essais sur les sols gonflants également pour pouvoir avoir une idée du gonflement de ce sol. À partir des données des limites d'Atterberg, des paramètres de limites d'Atterberg, on peut déterminer l'activité dans un sol. Et dans l'activité va nous permettre de déterminer les différents minéraux qu'on va retrouver dans un sol. De même que si on réalise des essais pointus, par exemple les diffractions à rayon X sur les argiles, on peut arriver à déterminer de manière précise les minéraux qu'on va retrouver dans cet argile. Mais l'activité également, déjà en géotechnique, peut nous amener à déterminer ces minéraux. Il y a la valeur de bleu de méthylène, qui est un essai équivalent aux limites d'Atterberg. On peut soit réaliser les limites d'Atterberg ou bien les valeurs bleues de méthylène. Mais au laboratoire, il faut dire qu'on utilise beaucoup plus les limites d'Atterberg au lieu d'utiliser les valeurs au bleu de méthylène. Voici un exemple de réalisation de essais granulométriques par sédimentométrie. Okay, voici le densimètre et on utilise une éprouvette avec de l'eau et des échantillons, etc. Donc, l'essentiel à savoir ici pour pouvoir déterminer l'essai sédimentométrique, c'est cette formule, c'est la loi de Stokes qu'on utilise, la vitesse qui est proportionnelle par rapport au diamètre des grains au carré. Okay? Donc, à partir de cette formule-là, la loi de Stokes, on arrive à déterminer le diamètre des petits grains qu'on voit ici dans les éprouvettes. Il y a les limites d'Atterberg. Il faut dire que la limite d'Atterberg, ça nous met plusieurs domaines de l'état du sol, domaine solide, domaine plastique et domaine liquide. Et à travers ces différents domaines, on va avoir l'indice de plasticité, l'indice de consistance, etc. Les différents états, il y a l'état liquide où il n'y a pas de capacité portante, c'est-à-dire le sol n'est pas résistant. Il y a l'état plastique où il y a une forte déformation, il y a la déformation plastique. L'état solide avec retrait, déformation élastique, et l'état solide sans retrait, c'est pas de changement de volume lorsqu'on fait baisser la teneur en eau. Ces différents états sont importants surtout pour les sols fins, pour savoir quels sont les états qu'on a et quels sont les comportements que peut avoir un sol à travers ces différents états. Et pour déterminer ces essais au laboratoire, on utilise le plus souvent la méthode de Casagrande. Et à travers cette méthode de Casagrande, il suffit d'utiliser le socle de ce Casagrande et on regarde à 25 coups la fermeture sur 1 cm ou bien 10 mm. Donc c'est un essai assez simple également au laboratoire pour pouvoir réaliser cet essai. Et les techniciens utilisent rapidement ce socle de Casagrande qui est un socle normalisé. On ne peut pas réaliser cet essai sur n'importe quel appareil. Donc l'appareil doit être normalisé et à partir de cela, regarder le nombre de coups et la fermeture. Donc voici des exemples d'essais et limites d'Atterberg réalisés au laboratoire, comment l'échantillon doit être dans le socle et comment on doit réaliser la rainure à travers les deux échantillons pour diviser cet échantillon en deux parties. L'essentiel pour cet essai, en tant qu'ingénieur, c'est d'arriver à déterminer la droite de régression linéaire. Il faut dire que ce n'est pas une droite, c'est une droite de régression linéaire parce qu'on va avoir les 5 points d'essai et ces 5 points ne doivent pas forcément aligner. Une fois tracé cette droite de régression linéaire, on va regarder le nombre de coups à 25 coups
on fait la projection sur la droite et ensuite on regarde la teneur en eau correspondant à 25 coups en termes de nombre de coups et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la limite de liquidité. Donc voici en résumé l'essai limite d'Atterberg à travers les différentes parties qu'on doit réaliser au laboratoire. Et surtout, c'est cette droite de régression linéaire qui est importante pour pouvoir déterminer cette limite de liquidité. Après, il y a la limite de plasticité. La limite de plasticité, c'est l'échantillon qu'on utilise pour avoir les limites d'Atterberg. On utilise ce même échantillon pour pouvoir déterminer la limite de plasticité. Et à ce moment-là, il suffit d'avoir un rouleau et regarder à travers ce rouleau de diamètre de 3 mm comment ça va se briser sur environ 10 à 20 mm de longueur. Donc, il y a les limites de retrait également au laboratoire qu'on peut déterminer. Il y a les indices de plasticité, IP, qui nous donnent le domaine plastique. IP, c'est la limite de liquidité moins sa limite de plasticité, qui nous donne l'étendue du domaine plastique. Et à travers l'IP déterminé au laboratoire, on peut déterminer quel type de degré de plasticité qu'on va avoir dans un sol. Par exemple, pour un IP entre 0 et 5, on peut dire que le sol est non plastique. Pour un IP entre 5 et 30, on peut dire que le sol est peu plastique, et ainsi de suite, sol plastique, sol très plastique, lorsque l'indice de plasticité est supérieur à d'autres paramètres qu'on peut voir à partir des limites d'Atterberg, parce que là, il faut dire qu'on est en train de voir les paramètres physiques qu'on peut obtenir dans un sol. Par exemple, il y a l'indice de consistance, IC, qui nous donne la limite de liquidité moins sa teneur en eau sur l'IP, et à partir des valeurs de cet indice de consistance, donc, on peut dire si le sol est liquide, si le sol est très mou, si le sol est mou, si le sol est mi-consistant, consistant et très consistant. Tout ceci, c'est à partir des valeurs de l'indice de consistance qu'on peut dire la nature de ce sol. Donc, voici des ordres de grandeur des natures de ce sol. Si le sol est limon, argile limoneuse, argile plastique, etc., à partir des valeurs de la limite de liquidité, la limite de plasticité et puis l'indice de plasticité. L'activité, dans le cas d'une argile, on va voir que c'est l'indice de plasticité sur la teneur en argile. Et voici la formule pour pouvoir déterminer la teneur en argile. À partir des valeurs de l'activité, on peut dire quelle est la nature du sol qu'on a, si c'est du kaolinite, lilite, morionite, en termes de minéraux qu'on peut retrouver dans cette argile. Également, on peut dire que si ces minéraux sont inactifs, peu actifs, normal, actifs, très actifs, en fonction des valeurs et l'activité qu'on peut obtenir au laboratoire. On peut utiliser la bac de plasticité de Casagrande. C'est un bac très populaire également qu'on utilise au laboratoire pour pouvoir classer un sol fin à partir des essais de limite d'Atterberg. Et ce diagramme nous donne différentes portions. Et l'argile peu plastique, l'argile très plastique, limon très plastique, le sol organique très plastique. C'est important. Dans ce diagramme, il y a différentes portions et voici les équations qu'on peut utiliser pour définir ces différentes portions. Par exemple, l'horizontale à IP, IP égale à K. Voici l'horizontale. Le W, limite de liquidité 25,5 ici. Et l'équation qui nous donne cette équation en ligne rouge qui va diviser ce diagramme de Casagrande. Ce diagramme est très important. Même en sismicité, on utilise ce diagramme également pour pouvoir déterminer surtout la susceptibilité de liquéfaction dans un sol liquéfiable en sismicité. C'est l'essai limite d'Atterberg qu'on utilise pour pouvoir déterminer cette susceptibilité de liquéfaction en sismicité. Ce sont les différentes portions également qu'on utilise pour savoir cette susceptibilité. Il faut dire en sismicité également, on utilise la potentialité de liquéfaction. La potentialité de liquéfaction, c'est plus les essais mécaniques qu'on utilise au laboratoire, tels que la résistance au cisaillement, etc., ou bien les essais in situ et les engins lourds qu'on utilise, les forages, etc., sur le terrain pour pouvoir déterminer la potentialité en liquéfaction. Mais pour la susceptibilité en liquéfaction, c'est plus les essais, les limites d'Atterberg. Et ce diagramme est très important lorsqu'on veut déterminer la susceptibilité d'un sol liquéfiable en sismicité au laboratoire. Voici un exemple de programme qu'on peut utiliser pour pouvoir déterminer les limites d'Atterberg, les valeurs des limites d'Atterberg, la droite de régression linéaire. C'est un programme Excel que j'utilise beaucoup avec les étudiants pour pouvoir regarder si la droite de régression linéaire à partir des points expérimentaux, que ce soit pour les limites de liquidité ou bien les limites de plasticité. Et une fois déterminés ces différents points à travers des exemples de laboratoire,
l'étudiant a à réaliser un diagramme de Casagrande avec Excel toujours, avec les droites d'équation, comment diviser cette portion et à travers le diagramme de Casagrande tel qu'il est dans la littérature et aboutir dès qu'on a les valeurs et puis on tombe ici sur la zone où se trouve ce point d'essai au laboratoire. Ce sont des programmes que les étudiants peuvent réaliser. Et ça, ce sont des programmes étudiants très simples et il suffit d'utiliser Excel ou bien Excel VBA que j'aime utiliser avec mes étudiants pour pouvoir mettre les différents résultats obtenus au laboratoire dans la limite de liquidité, dans la limite de plasticité, comment déterminer à partir de Excel et la droite de régression linéaire les différentes équations, mais surtout plus, c'est regarder également à travers ces éléments, déjà avec Excel, comment on peut reproduire ce diagramme de Casagrande avec Excel. Et tout de suite, à partir des valeurs, on a un point d'essai, ou bien les différents points d'essai qu'on peut avoir sur ce diagramme de Casagrande et automatiquement. La valeur au bleu de méthylène, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est un essai approprié aux limites à Atterberg. Donc, on ne va pas rester trop dessus, mais il suffit d'analyser les auréoles à travers cet essai, mais cet essai est moins précis que les limites d'Atterberg. C'est pour cela, au laboratoire, ce sont beaucoup plus les limites d'Atterberg qu'on réalise sur les échantillons. Il y a différents autres essais également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la diffraction des rayons X qui nous permet de déterminer la composition minéralogique. Il y a la teneur en matière organique qu'on peut réaliser sur les sols fins afin de savoir la rétention d'eau dans le sol ou bien la compressibilité. Il y a la teneur en carbonate de calcium ou bien teneur à chaud qu'on peut utiliser également pour éliminer les impuretés qu'on peut retrouver dans le sol. Ce sont les différents paramètres qu'on peut déterminer au laboratoire pour pouvoir regarder les différentes caractéristiques qu'on peut obtenir à partir d'un sol qu'on peut diviser en deux parties, les sols grenus, les différents éléments qu'on peut réaliser pour pouvoir classer un sol grenu et les différents paramètres également qu'on peut utiliser pour pouvoir classer un sol fin. Et s'il y a des questions, je les prends pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, je n'ai pas de questions. Est-ce que dans le cadre de ce cours, vous allez travailler avec nous sur le programme que vous allez montrer tout à l'heure? Le programme, c'est plus un programme que les étudiants peuvent réaliser. Vous avez toutes les données, des essais. Vous pouvez réaliser les programmes vous-même. Il suffit d'utiliser soit Excel ou bien Excel VBA pour pouvoir réaliser les programmes. Ça dépend de vous. On peut soit utiliser des calculs à la main, ou bien utiliser des programmes Excel pour aller plus rapide. Moi, ce que je fais, c'est que le plus souvent, dans les cadres des devoirs, je demande aux étudiants d'utiliser des programmes parce que, bon, de nos jours, on sait que les programmes sont plus importants dans les cours et surtout pour un domaine comme la géotechnique, c'est que quand on réalise un programme pour pouvoir réaliser soit un exercice ou bien soit un essai au laboratoire, c'est que on peut utiliser ce programme pour plusieurs essais. En géotechnique, on va utiliser des essais répétés. Au lieu de faire ça à la main, le mieux c'est de programmer pour pouvoir aller plus vite. Donc, c'est aux étudiants de réaliser des programmes et de voir à partir de la théorie quel type de programme. L'étudiant peut faire une erreur et puis recommencer et puis programmer. On peut utiliser n'importe quel type de programmation. On peut utiliser Excel. Moi, j'utilise Excel ou bien Excel VBA. Il y a d'autres étudiants qui peuvent utiliser d'autres logiciels, par exemple MATLAB. On peut utiliser C, C++, etc. Donc, c'est à vous, en tant qu'étudiant, de réaliser vos programmes à partir de vos compréhensions du cours. Il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Vous pouvez continuer. OK. On va continuer avec la deuxième partie du cours. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir la classification des sols. Nous avons vu les paramètres physiques, les différents paramètres physiques qu'on peut obtenir au laboratoire. Et nous avons vu les paramètres physiques pour les sols grvenus, les paramètres physiques pour les sols fins. Maintenant, nous allons voir à partir de ces paramètres physiques, quelles sont les classifications qu'on peut réaliser au laboratoire pour bien cerner les notions qu'on est en train de voir. Nous avons déjà effleuré deux classifications, la classification triangulaire et la classification de Casagrande, qui sont des classifications assez simples, mais là, nous allons beaucoup plus entrer dans le domaine de classification. Il faut dire que la classification des sols, c'est comme un langage que les géotechniciens utilisent pour pouvoir se communiquer entre eux. Que la communication entre géotechniciens, ça se fait à partir de la classification des sols.
quand on arrive à classer un sol, ce sol classifié en Haïti, on peut avoir ce même langage sur ce sol, que ce soit le sol soit en Asie, ou bien en Europe, ou bien en Amérique, ou bien dans n'importe quel pays à travers le monde. Il suffit de dire quel type de classification qu'on utilise, on peut avoir une idée de ce sol qu'on utilise. Pour faire la classification, c'est essentiel de connaître les propriétés physiques, les indices de classification. Et à travers les propriétés physiques qu'on vient de voir, donc on doit connaître la teneur en eau, l'indice des vides, les poids volumiques, la saturation. Nous avons vu que l'essai granulométrique est important afin de savoir la dimension des grains. Il y a les essais limitateurs. Donc, à travers ces indices de classification, on a des éléments essentiels pour pouvoir classer un sol. Une fois qu'on a ces propriétés, maintenant, on doit connaître les systèmes de classification qu'on utilise. Il y a différents systèmes de classification. Vous allez voir qu'il y a des classifications, la classification triangulaire, la classification Casagrande, la classification ISCS, la classification LPC, il y a la classification H2. Tous ces systèmes de classification utilisent ces mêmes propriétés ou bien quelques des propriétés qu'on vient de voir ici là-haut. Une fois qu'on arrive à classer un sol, à partir de cette classification, on peut avoir une idée des propriétés géotechniques de ce sol. Et par exemple, si on trouve que ce sol est un gravier, il y a un comportement mécanique de ce sol-là ou certaines propriétés géotechniques sur un gravier. Si on sait que le sol est une argile, il y a un certain comportement qu'on sait déjà sur l'argile. C'est-à-dire que à partir de la nature de ce sol, de la classification de ce sol, on peut avoir une idée des propriétés, par exemple la perméabilité. Est-ce que le sol est perméable? Est-ce que le sol est non perméable? Est-ce que le sol est imperméable? Est-ce que le sol est compressible ou pas? Est-ce qu'on peut avoir le phénomène de retrait ou gonflement dans ce sol? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la résistance au cisaillement du sol? Donc, tout ceci, c'est à partir de la classification qu'on peut avoir une certaine idée de ce sol. Et à partir des propriétés géotechniques de ce sol qu'on a, parce que c'est plus les propriétés géotechniques mécaniques qu'on doit avoir pour ce sol, pour savoir quel type d'application qu'on peut faire en géotechnique sur ces sols. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il y a un domaine d'application des sols qu'on utilise au laboratoire. C'est-à-dire que quel type de sol qu'on peut utiliser pour avoir une autoroute, pour avoir des pistes d'atterrissage, des fondations. Est-ce qu'on peut avoir des fondations profondes, des fondations superficielles? Quel type de sol qu'on peut avoir pour avoir des ouvrages de soutènement, des barrages? Tout ceci est important pour connaître les domaines d'application de ce sol. Et tout ceci se base sur les propriétés physiques, les indices de classification, le système de classification utilisé en termes de langage pour les géotechniciens, les propriétés mécaniques ou géotechniques et les domaines d'application de ce sol. C'est ce qu'on veut voir de manière rapide. Ça résume tout ce qu'on va voir par après sur un sol. Donc, dans la classification des sols, il y a la classification triangulaire, la classification Casagrande, la classification pont et chaussée, la classification ISCS, la classification H2. Et toutes ces classifications nous rattachent à un groupe de sols qui ont des caractéristiques semblables. C'est-à-dire qu'un sol en Haïti ou bien un sol en France ou bien un sol aux États-Unis, dès que ce sol-là a des caractéristiques semblables, on peut avoir une même nature pour ce sol. Donc, voici l'exemple de classification triangulaire, rapidement. Donc, c'est une classification, une utilise trois parties, l'argile, limon et puis le sable. Comme on a déjà vu et au niveau du cours, il suffit de regarder les pourcentages de limon, pourcentage de sable, pourcentage d'argile, et à partir des points d'intersection, on retrouve la nature de ce sol. Il y a la classification de Casagrande qu'on vient de voir tout à l'heure. Il suffit d'utiliser le diagramme de Casagrande. Okay? Et dans cette classification de Casagrande, comme on a vu tout à l'heure ici, voici le tableau, le diagramme de Casagrande qu'on peut utiliser, qu'on utilise pour les sols fins, pour pouvoir déterminer cette classification de Casagrande. On va passer rapidement sur cette classification. Il y a la classification LPC, ok? La classification LPC, laboratoire pont et chaussée. Rapidement, dans cette classification, on a les éléments de sol. À ce moment-là, on a des symboles G, S, L, A, T et O. Et à travers ces symboles, vous avez G pour grave, S pour sable, L pour limon, A pour argile, T pour tourbe, O pour organique.
C'est en termes de révision. On ne doit pas entrer dans les détails. Sur là, on est au niveau master, donc c'est juste des idées qu'on doit avoir sur les classifications. Il y a la granularité du sol. On va voir si le sol est bien gradué, si le sol est mal gradué. À travers la plasticité du sol, on peut voir si le sol est très plastique ou peu plastique. Comme on a vu tout à l'heure, toute cette partie-là, on utilise la granulométrie. Et pour cette partie-là, on utilise les limites d'Atterberg. Et à travers cette classification, on peut utiliser ce diagramme de Casagrande également pour pouvoir déterminer les différentes parties pour les sols fins. Voici en résumé la classification LPC avec les différentes parties pour les graves, pour les sables et puis pour les sols les plus fines qu'en dessous. Okay? Donc là, je vais vous passer le document, vous pouvez lire et voir en détail si vous voulez approfondir dans ces classifications. Il y a la classification USCS, c'est le système de classification unifié des sols, USCS. Et cette classification se base sur les limites d'Atterberg et la granulométrie. La granulométrie pour les sols à gros grains, les sols grainus, et les limites d'Atterberg pour les sols fins. Vous pouvez lire également la théorie concernant cette classification. Okay, par exemple, ici, on dit que le principe de base du système USCS, c'est le système de classification unifiée des sols, consiste à classer les sols à grains grossiers suivant leur granulométrie et les sols à grains fins suivant leur comportement plastique, ce qui veut dire qu'on va utiliser les limites d'Atterberg. Les grains grossiers suivant leur granulométrie, on va utiliser la granulométrie pour pouvoir déterminer les proportions ou bien les tailles de ces grains-là. Donc voici en gros un résumé et les symboles utilisés pour ce système de classification avec les différentes parties. Et on utilise des symboles également. En plus, on a les diamètres des grains également, okay, à utiliser. Dans ce système de classification, on utilise le diagramme de Casagrande également. Des tableaux qui vont diviser les sols au tamis numéro 200 et les sols supérieurs ou pas. Donc, c'est-à-dire les graviers et les sables et les argiles. Dans cette classification, on va avoir des cas spécifiques, des cas limites également, en termes de plasticité qu'on peut avoir. Les cas limites sont importants. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ces données. Donc, et surtout dans cette classification, ce qui est essentiel, c'est qu'on peut partir d'un échantillon de sol. Dépendant de la granulométrie, on va dans les sols à gros grains, les sols grossiers. Et ici, c'est plus pour les sols fins. Et l'essentiel, c'est qu'on part d'un sol, à travers les différents essais réalisés, on va éliminer les différentes parties et on va regarder si certaines caractéristiques sont abordables jusqu'à arriver à une certaine dénomination en dessous pour le sol. On peut ici, par exemple, ici c'est OL, organique, ML, MLCL, CL, etc. Juste ici, on peut avoir GW, GP, GM pour classer les sols à gros grains, par exemple gravier bien étalé, gravier mal étalé, tout ça, à travers cette classification. L'essentiel, on sort de là-haut et à travers les paramètres physiques qu'on a sur ce sol, on va jusqu'à la fin pour pouvoir avoir une certaine dénomination de ce sol. Donc là, c'est ce diagramme tout à l'heure que je divise en deux parties pour que vous puissiez voir les éléments en gros dans le PDF. Parce que ici, c'est trop petit pour pouvoir les déterminer. Donc là, c'est la partie pour les sols à grains grossiers. Et là, c'est la partie pour les sols à grains fins. Donc, vous pouvez lire et essayer de comprendre également ou bien réviser ces différentes notions en termes de classification. Il y a une autre classification, la classification AASHTO, qu'on utilise beaucoup aux États-Unis également, qui est à peu près similaire à la classification USCS. Mais dans cette classification, les appellations ne sont pas les mêmes. Dans cette classification, au lieu d'utiliser des indices des lettres, on va utiliser des lettres et des indices 1 jusqu'à A1 à 1,8. De 2 à 1 jusqu'à A8. Et à travers ces différentes appellations, on va avoir des sous-groupes qui vont nous permettre de bien classifier le sol. Donc, il y a une partie pour les sols à gros grains et puis une autre partie pour les sols à grains fins. Par exemple, comme on peut dire dans cette classification AASHTO, les matériaux granulaires sont classés dans les catégories A1 à A3. Dans les matériaux granulaires, donc on voit des sols à gros grains. Dès qu'on est dans A1 et A3, on est dans les matériaux granulaires. Ceux de la catégorie A1 sont bien étalés, alors que ceux de la catégorie A3 sont des sables propres et à granulométrie uniforme. Dépendant des indices, on fait une distinction entre catégories étalées ou bien uniformes.
Quant à ceux de la catégorie A3, ils contiennent un pourcentage significatif de particules fines, jusqu'à 35% de particules passant le tamis numéro 200. Il faut dire que on peut utiliser les tamis en termes de diamètre ou bien en termes de numéro. Vous allez voir dans ce document la correspondance entre tamis numéro, tel numéro, et puis tamis de tel diamètre. C'est assez simple pour pouvoir les déterminer au laboratoire. Dans les catégories A4 à A7, on trouve des argiles et des limons. Donc, de A4 à A7, donc on va retrouver les sols fins. La classification repose sur les limites d'Atterberg. Comme on a dit tout à l'heure, les limites d'Atterberg sont importantes. Une fois réalisé les limites d'Atterberg, on peut arriver à classer les sols fins. Les zones contenant les valeurs de limite de liquidité et indice de plasticité propres à chacun des groupes A4 à A7 et des sous-groupes de A2 sont indiquées sur la figure. Donc, on va classer généralement les sols fortement organiques. Donc, on a les sols organiques dans le groupe A8. Donc là, c'est une classification assez similaire par rapport à l'ISCS. Donc, sauf que les appellations, les indices, on n'utilise pas les mêmes appellations ou bien les mêmes indices pour pouvoir regarder ça avec H2. Mais dans la littérature, on compare le plus souvent la classification H2 à la classification USCS. Et voici la classification H2. Comment on détermine cette classification, les différents groupes. Comme tout à l'heure, on part de là-haut et ensuite, on va descendre jusqu'à arriver à une appellation pour le sol et les indices pour le sol. On ne va pas entrer dans les détails pour voir les différentes parties de cette classification, mais l'essentiel pour vous en tant que masterien, c'est d'arriver à connaître que cette classification existe et si vous voulez entrer dans les détails, vous pouvez faire ça par vous-même pour voir, vous avez tous les éléments, vous avez les PowerPoint, vous avez les tableaux et je peux vous donner quelques exercices pour pouvoir approfondir et voir comment aborder cette classification en géotechnique. Ça, c'est la classification de Casagrande pour les limites d'Atterberg qu'on utilise dans la classification H2. De cette classification H2, on fait pareil pour la classification USCS. On part d'un sol et puis on va diviser ça en sol grenu et puis en sol fin. Et à partir de là, on part de là-haut pour arriver jusqu'en dessous pour avoir une certaine dénomination pour le sol, soit A1A, A1B, A3, A24, A25, etc. jusqu'à arriver à A7 et même A8 pour les sols organiques. Pardon, il y a une certaine comparaison entre les classifications USCS et AH2. Voici un tableau qui va résumer cette correspondance. On peut avoir un sol classifié à partir du système USCS et voir quelle est la correspondance de ce sol pour la classification H2. Dans le livre Introduction à la géotechnique, c'est à travers ce livre que j'ai pris ce tableau. Comme vous avez ce livre en référence, vous pouvez regarder les détails ou bien la théorie et dictée pour ce tableau à travers cet ouvrage. Mais l'essentiel, c'est que on peut avoir une certaine correspondance entre le système USCS ici et le système AH2 au laboratoire pour pouvoir aller plus vite. Dès qu'on arrive à trouver la classification USCS, on peut avoir une idée de la classification AH2 pour certains types de sols. Et de même que dès qu'on a le système AH2 à travers un sol, on arrive à classer un sol à partir du système de classification AH2, on peut avoir une certaine correspondance également, soit probable, soit possible mais peu probable pour la classification USCS au laboratoire. On a fini avec la classification. Nous avons vu la classification triangulaire, la classification Casagrande, la classification LPC, la classification USCS et la classification H2. Ces 5 classifications vont vous permettre d'avoir une idée globale des différents types de sols qu'on peut utiliser en géotechnique et quel type de comportement qu'on peut avoir sur ce sol et quel type d'application également qu'on peut faire par après sur ce sol. Pour conclure, on va avoir le compactage des sols. Le compactage des sols, c'est important au laboratoire. Et pour ce faire, c'est l'essai proctor qu'on utilise au laboratoire. Dans l'essai proctor, on va utiliser une dame et un moule proctor pour pouvoir réaliser cet essai. Et c'est important, on ne va pas entrer en détail dans cet essai, mais l'essentiel pour cet essai, on va faire augmenter la teneur en eau. Mais quand on va faire augmenter la teneur en eau sur ce diagramme, regardez l'évolution du poids volumique sec, le gamma D. Par exemple, ici, dans les teneurs en eau faibles, de 0 jusqu'à la teneur en eau optimale,
Donc, on voit que le gamma D augmente jusqu'à arriver à un maximum. Et au-delà de la teneur en eau optimale, même si on arrive à augmenter la teneur en eau du sol, on va voir qu'il y a une certaine partie d'eau qui vont reprendre dans les charges. Et à ce moment-là, le gamma D va chuter. Okay? On augmente la teneur en eau et le gamma D va chuter. Donc, c'est ce qui est important pour la coupe proctor. Il y a une branche sèche et une branche humide qu'on va utiliser beaucoup plus au laboratoire. Et c'est à partir de cette branche humide que la coupe de saturation va être asymptotique par rapport à la coupe proctor. On va voir que cette coupe-là a une forme de gousse. Donc, en général, si c'était parfait, c'est-à-dire que si c'est une coupe, cette partie-là devrait être symétrique par rapport à l'autre partie. L'influence de la teneur en eau, est importante pour nous en tant que technicien parce qu'avec la teneur en eau, on sait que l'eau est l'ennemi numéro 1 des sols. Et déjà, sur la coupe proctor, on va voir qu'à partir de l'augmentation de la teneur en eau, il va avoir une certaine incidence sur le poids volumique sec. Et c'est dans les différents types de paramètres qu'on va déterminer au laboratoire. Par exemple, pour les sols non saturés, lorsqu'on regarde l'évolution de la succion par rapport à la teneur en eau, okay? Quand on va faire augmenter la teneur en eau, on va voir que la succion diminue. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la courbe de rétention d'eau. Cette courbe de rétention d'eau, c'est cette courbe-là qui va nous montrer qu'un sol peut être beaucoup plus résistant quand la succion augmente dans les périodes sèches que dans les périodes pluvieuses. C'est-à-dire que si on travaille sur la stabilité des potes, c'est important de savoir qu'on doit connaître la courbe de rétention d'eau d'un sol. Et cette courbe de rétention d'eau, c'est ce qui va nous dire qu'à partir de telle période, à partir de telle valeur de rétention d'eau, que ce sol-là va être plus résistant. Si on a une valeur très faible de la succion, et ce sol va perdre sa résistance. Lorsqu'on va regarder les sols non saturés, on va voir ce phénomène également. Déjà, on peut avoir une idée de ces phénomènes lorsqu'on regarde l'influence de la teneur en eau et sur le gamma D. Ce qui est différent, parce que quand on augmente la teneur en eau ici, on va voir que le gamma D augmente, mais arrivé à un certain moment que le gamma D va chuter. Alors que si on augmente la succion, on va voir que la résistance du sol augmente de manière croissante. Et l'influence de la teneur en eau en géotechnique, c'est important parce que ce soit dans le domaine de la stabilité, dans le domaine de sol en termes de résistance de sol en fondation, dès que l'eau arrive, ça va faire diminuer la résistance du sol. Donc on a terminé, on a vu le compactage des sols, on a vu la coupe proctor, l'influence de la teneur en eau sur la coupe proctor. C'est fini pour l'introduction à la géotechnique. La prochaine fois, on va avoir un autre chapitre pour continuer avec le cours de géotechnique en Master 1. Si vous avez des questions sur le cours, je les prends maintenant. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous faire visionner une vidéo sur les limites d'Atterberg afin de bien assimiler les notions qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais on peut voir également sur ma chaîne d'autres vidéos, que ce soit les vidéos sur les poids spécifiques, sur la teneur en eau, sur la granulométrie et même sur l'essai proctor. On peut visionner ça par vous-même sur ma chaîne. Je vais regarder sur ma chaîne avec vous une vidéo sur les limites d'Atterberg. Les limites d'Atterberg qu'on utilise pour classer les sols fins, surtout les argiles et les limes. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais sur ma chaîne Berthomio Junior Jean, Géosciences Géoris. Ensuite, je vais sur Manage vidéo et je vais chercher la vidéo sur les limites d'Atterberg que j'ai sur ma chaîne. Là, je regarde les différentes vidéos que j'ai sur ma chaîne. Et là, voici la vidéo sur les limites d'Atterberg que je vais vous faire visionner ici. Donc, je vais faire le plein d'écran afin que tout le monde puisse voir. Tout d'abord, une petite présentation des instruments qui sont utilisés pour l'essai d'Atterberg. Nous entamons la présentation des instruments qui sont utilisés dans l'essai d'Atterberg en commençant principalement par l'appareil de Cassagrande. L'appareil de Cassagrande comprend plusieurs parties. En premier lieu, nous avons la coupelle de Cassagrande.
sur laquelle sera étalée une pâte homogène de l'échantillon du sol dont nous voulons déterminer la limite de liquidité. Il faut noter la distance entre le socle et la coupelle étant de 10 mm, un verrou permettant de détacher la coupelle de l'appareil. Ensuite, nous poursuivons avec le socle de l'appareil de casse à gamme sur lequel sera frappée la coupelle. Un compteur qui nous permet donc de lire le nombre de coups et à chaque lecture qu'on devra réinitialiser. Une spatule avec laquelle on va malaxer le tout dans la coupelle. Nous poursuivons avec l'outil à ranurer qui permettra de délimiter symétriquement la pâte dans la coupelle. Ensuite, nous avons 5 torts pour l'essai pour la détermination de la limite de liquidité. Ensuite, 3 torts pour la limite de plasticité. Ensuite, nous poursuivons avec la pincette qui donc permettra, si dans le cas présent, de bien malaxer la pâte si elle n'est pas trop malléable. Ensuite, on a l'échantillon de sol avec lequel nous allons travailler. Nous utilisons aussi une balance de précision pour la pesée des différents éléments lors des différentes manipulations. Ceci va aussi l'utilisation d'une étuve afin de sécher les échantillons en vue de l'obtention de la teneur en eau sec. Avant d'aborder la première phase de l'essai, qui n'est autre que la détermination de la limite de liquidité, nous cataloguons d'abord les torts que nous utiliserons. Et nous notons aussi des informations utiles à cet essai dans une fiche que nous trouverons dans le labo. Pour commencer, le nom de l'échantillon de sol avec lequel nous allons travailler, la date de l'essai et d'autres paramètres. Les torts seront ensuite pesés et leurs masses respectives seront notées sur la fiche. On commence par prélever 70 grammes de notre échantillon de sol. On n'a pas besoin de peser cette dernière. Ensuite, on place ces masses prélevées dans la coupelle et à l'aide de la pincette qui contient de l'eau distillée, on va malaxer par alternance successive afin d'obtenir une pâte homogène, souple et malléable. On continue à malaxer, on malaxe et on ajoute de l'eau distillée si nécessaire à volonté afin d'obtenir une pâte plus souple et plus malléable que possible. Ce procédé répété 5 fois après, suite à des chocs allant d'un intervalle de 15 à 30 coups, nous permettra de déterminer la limite de liquidité. La limite de liquidité étant par définition la teneur en eau correspondant à la fermeture de la rainure à 25 coups. Ensuite, on laisse une distance de 3 cm par rapport au bord supérieur de la coupelle. Donc cette dernière ne sera pas garnie de notre masse d'échantillon. On verrouille la coupelle sur l'appareil de casse à gande. À l'aide de l'outil à ranurer, on prend une distance de 1 cm par rapport au socle de l'appareil. Ensuite, à l'aide de l'outil à ranurer tenu perpendiculairement à la coupelle, on trace un trait dans la coupelle. Ensuite, on actionne l'appareil de casse à gande et on observe la fermeture et on note le nombre de coups. Une fois la fermeture obtenue, à l'aide de la spatule, on prélève une masse d'échantillon dans la coupelle qu'on place dans une des tares. Cette dernière sera pesée à l'aide de la balance afin de déterminer la teneur en eau. Ce procédé sera répété 4 autres fois successifs afin de déterminer la limite de liquidité une fois les données placées sur le graphe semi-logarithmique.
elle, a roulé la même pâte qu'il y avait dans la coupelle de cassacante en un rouleau long de 15 cm en un diamètre de 3 mm. Ceci sans salir la plaque et sans que cette dernière se casse. On peut retirer les extrémités si elles deviennent trop longues car elles perdent plus rapidement en humidité. On roule bien. Ensuite, après avoir obtenu la longueur, on roule du 15 cm. On soulève à l'aide d'une spatule le milieu du rouleau de 2 cm. Sur une hauteur de 2 cm, si elle se casse, c'est qu'on a atteint la limite de plasticité. Ensuite, on place le tout dans des tas qu'on pèse. Nous pouvons donc maintenant, après les différents procédés, calculer l'indice de plasticité, qui n'est autre que la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité. La limite de plasticité correspond à la valeur moyenne des neurones calculée lors du procédé de la détermination de la limite de plasticité. Et la limite de liquidité nous est donnée sur le graphe semi-logarithmique. Donc, nous avons donc pour l'indice de plasticité 35,95. Par conclusion, nous pouvons donc dire que ce sol est un sol très plastique. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, je vais vous envoyer un devoir en AI à partir de Google Forms. Je vais vous encourager à utiliser beaucoup plus les outils numériques. C'est pour cela que je vais vous envoyer un devoir en AI à partir de Google Forms pour que vous puissiez réaliser ce devoir et m'envoyer ça en AI. On va regarder ça maintenant sur Google Forms, le devoir que je vais vous envoyer. Ici, voici Google Forms, le devoir, l'entête avec l'entête UGO, et le titre du devoir, c'est l'introduction à la géotechnique. Ça concerne le chapitre qu'on vient de voir sur l'introduction à la géotechnique pendant ces 2 semaines. Donc, dans le devoir, vous allez répondre à quelques questions. Par exemple, pour la première question, décrivez l'ensemble des mécanismes de désagrégation de la roche et de la formation des sols, ce qu'on a vu dans le cours. Vous allez définir et expliquer le phénomène de retrait et dans quel sol le rencontre-t-on, c'est-à-dire que le phénomène de retrait qu'on a vu dans le cours également. Donc, vous allez définir ce phénomène de retrait qu'on a vu surtout avec les limites d'Atterberg. Il y a les limites de liquidité, les limites de plasticité et les limites de retrait. Vous allez définir qu'est-ce que la géotechnique, un domaine très important et très pratique également. Et vous allez regarder la géotechnique par rapport à d'autres domaines connexes et qu'on peut voir, parce que dans la géotechnique, on peut trouver beaucoup de domaines. Donc, vous allez définir qu'est-ce que la géotechnique, quels sont les domaines d'application de la géotechnique, comme on a vu dans le cours. Vous allez définir les limites de consistance, quelle est leur utilisation, les utilisations de ces limites de consistance. Comment on procède-t-on à la classification d'un sol, à la dénomination d'un sol. Nous avons vu dans le cours plusieurs types de classification. Vous allez répondre rapidement avec ces questions. Nous avons vu dans le cours le diagramme triangulaire, mais beaucoup plus pour la classification des sols. Mais je voulais faire une certaine étude par rapport aux diagrammes triangulaires. Par exemple, les diagrammes triangulaires, vous avez solide ici, vous avez liquide ici, et vous avez la phase gazeuse ici. Et là, dans ce triangle, on a la porosité et on va regarder la porosité par rapport à la branche solide et démontrer que cette porosité est constante. De même qu'on va démontrer à partir de ce triangle ici que la saturation est constante. Donc là, ce sont des exercices très intéressants que vous pouvez faire. Vous allez donner la nomenclature de ce sol d'après la classification des sols en vigueur. Vous allez choisir une classification appropriée pour ce sol. Donc voici la courbe organométrique de ce sol dans les sols fins. Et à partir de cette courbe organométrique et des données de limite d'Atterberg, vous allez arriver à casser le sol. Ensuite, en dernier lieu, vous avez quelques résultats d'essais de limite d'Atterberg au laboratoire, que ce soit la limite de liquidité, voici les résultats, la limite de plasticité, voici les résultats.
vous allez déterminer à partir de la droite de régression linéaire la limite de liquidité et également la limite de plasticité à partir de ces données-là. Mais l'essentiel, c'est d'arriver également à partir de la théorie, comparer les résultats obtenus pour la limite de liquidité avec ceux donnés par cette formule approchée ici, WL égale à W fois N sur 25 exposant 0,125. Et vous allez classer le sol à l'aide de la barre de plasticité de Casagrande que nous avons vu dans le cours. C'est le devoir que vous avez aujourd'hui. Vous avez les PowerPoint que je dois vous envoyer. Ensuite, vous avez la vidéo de ce cours online que je dois vous envoyer. Vous avez les vidéos des essais classiques de laboratoire que vous pouvez visiter sur ma chaîne et YouTube, Bertrand Junior Jean, Géosciences Géoris. Et vous avez en dernier lieu le devoir sur Google Form à faire online et m'envoyer ça avant le prochain cours. Je vous dis bonne semaine et bon week-end déjà.